Donc maintenant, nous allons entendre Jacques Chumilade, qui dirige Solidarité et Progrès en France, qui est le fondateur du parti SCP, a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle et qui a presque eu autant controversé que Lino Larouche lui-même. La parole est à vous. Bonjour, je suis très content d'être avec vous et je vais être encore plus heureux après le 4e. Sur la nécessité et du chemin vers une nouvelle renaissance classique. Si vous examinez tout ce qui a été dit lors de cette conférence, la question légitime, la question la plus humaine qui se pose alors à nous est pourquoi il n'y a pas de mouvement de masse, d'une résistance unifiée contre ce qui nous arrive. Un mouvement basé sur la raison, sur l'unité du bien, du juste, du beau et de ce qui est véridique. Dans notre monde occidental, bien des résistances se lèvent, mais le plus souvent sur des sujets uniques, motivés par la peur, le ressentiment et la rhétorique victimiste, et non pas motivés par un amour désintéressé pour autrui et la confiance dans un ensemble de valeurs partagées. Nos institutions laissent mourir de faim des millions d'individus, comme on l'a entendu. Les élections deviennent un théâtre de fraude organisée. Et l'OTAN, le pouvoir est transféré aux banques centrales, alors que l'OTAN crée un État d'avant-guerre permanent contre des États qui refusent de faire partie de son complexe militaro-financier. Lorsque j'étais un jeune homme, nous étions des centaines de milliers de nous à descendre dans la rue contre la guerre et pour une forme de gouvernement plus juste, capable de garantir la paix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des ferments existent, elles montent, mais il n'y a pas de mobilisation globale. Notre défi est donc de réunir des gens qui s'avancent pour faire partie de la solution et de les inspirer avec une culture de la vie et de la découverte qui doit être basée sur une méthode différente de pensée pour l'emporter contre toute puissance ou agence donnée. Einstein disait que pour trouver une solution à un problème, on ne peut pas rester au niveau des termes dans lesquels il se pose et qu'on doit faire appel à un ordre plus élevé de pensée. Ce qui l'inspirait pour relever ce défi scientifique, ce n'était pas les formules mathématiques ou la certitude des sens, mais le pouvoir de la musique comme la source de la création humaine. Voici l'année de Beethoven, un artiste et un scientifique. Le début de la solution, nous disait Lino Larouche, c'est de penser comme lui, de faire trembler la terre et le ciel ensemble, comme le disait le prince Lobkowitz après avoir entendu la 3e symphonie, l'héroïque. Pas dans le sens que l'entendaient les romantiques, en augmentant l'intensité sonore et le pathos émotionnel, et en allant en profondeur dans l'expression du potentiel créateur humain rendu intelligible à tous, plutôt que comme la chose appartenant à une minorité oligarchique. Certaines personnes, je le sais, diront que tout ça n'est que du blabla et pas forcément nécessaire à l'action. Croire cela, au contraire, a bien été la raison même de l'échec des révolutions dans l'histoire de l'homme. Il s'agit plus précisément de la vision britannique et plus générale du pragmatisme impérial en faveur d'une approche purement pragmatique. Or, il s'agit bien là de la recette pour perdre et pour se soumettre personnellement. C'est ce que le poète allemand Friedrich Schiller définit dans sa 10e lettre sur l'éducation esthétique de l'homme comme les 2 égarements qui frappaient ses contemporains de la Révolution française.
Ils deviennent soit des sauvages, sacrifiant leurs principes moraux en se soumettant à leurs instincts irrationnels et aux mœurs dépravées, soit deviennent des barbares, sacrifiant leurs sentiments en appliquant des principes érigés en vérité éternelle, permettant de conduire à la guillotine tous ceux qu'ils opposaient, accusés de traître. C'est pourquoi, afin de devenir un vrai serviteur efficace de l'humanité, agissant pour l'avantage d'autrui, vous devez d'abord ennoblir et rendre meilleur votre caractère, examiner votre conscience et devenir ce que vous, les Américains, appellent être apte à la tâche. Permettez-moi d'élaborer ce concept en vous présentant la 9e lettre sur l'éducation esthétique de Schiller, véritable don à l'engagement futur à vous, les jeunes, dont dépend le sort de l'humanité, pourvu que vous transformiez continuellement votre moi intérieur pour relever le défi politique qui consiste de rendre le monde meilleur. Schiller, l'homme sensible, l'homme attentionné est profondément touché par le malheur de l'espèce humaine, mais encore plus par son abaissement. L'enthousiasme l'enflamme et dans les âmes énergiques, le désir brûlant aspire impatiemment à l'action et au fait. Mais sait-il en même temps demandé si les troubles qu'il a observés dans le monde moral offensent sa raison ou plutôt mortifient son amour-propre? S'il ne le sait pas encore, il le reconnaîtra à l'emportement avec lequel il poursuit un résultat prompt et déterminé. Le mobile moral pur a pour but l'absolu. Le temps n'existe pas pour lui et l'avenir, du moment qu'il doit, par un développement nécessaire, sortir du présent, devient le présent à ses yeux. En conséquence, si un jeune ami de la vérité et de la beauté me demande comment il doit s'y prendre pour satisfaire, malgré toute la résistance du siècle, le noble instinct de son cœur, je lui répondrai: engage le monde dans lequel tu agis dans la direction du bien. Alors le calme déroulement du temps amènera l'épanouissement. L'édifice de l'illusion et de l'arbitraire tombera. Il doit tomber. Il est déjà tombé à partir du moment où tu as la certitude qu'il fléchit. Mais il doit fléchir dans l'homme intérieur, non pas seulement dans celui qui paraît au dehors. Et pour qu'il ne t'arrive pas de recevoir de la réalité le modèle que tu dois lui donner, ne te risque pas dans son équivoque compagnie avant de t'être assuré qu'un cortège de figures idéales est présent dans ton cœur. Vis avec ton siècle, mais sans être sa créature. Dispense à tes contemporains non les choses qui vantent, mais celles dont ils ont besoin. Fin de citation. Enfin, Schiller souligne que, citation, l'austérité de tes principes les fera fuir loin de toi. Et moi, j'ajouterais, ils prendront peur d'entendre une fois de plus un beau discours. Il faut mieux les engager sur le flanc avec une main d'artiste que tu peux. C'est là où tu peux les attirer, car c'est ce qu'avait déjà indiqué Platon, souvent mentionné, cité aussi bien par Schiller que Beethoven, dans le 7e livre de la République, après avoir développé la soi-disant allégorie de la caverne. Il souligne qu'afin de se rendre capable d'accomplir son devoir absolu d'intervenant dans l'univers sensible pour y faire le bien, une activité appelée la politique, on doit d'abord explorer l'intelligible avec la géométrie de l'ouïe, c'est-à-dire la musique, et la géométrie de la vue, c'est-à-dire l'astronomie. Et, ajoutait-il, jamais la violence ou des méthodes du genre « répète après moi » devront être employées pour éduquer les enfants, mais on les conduira à la découverte par le jeu. La meilleure façon de faire
émerger le potentiel en chacun. Le jeu pour découvrir les changements légitimes, comment on change légitimement les axiomes. Pour ceux entre nous qui ont travaillé avec Lino Larouche ou bien plus tôt avec Erasme de Rotterdam, reconnaîtront ici le dialogue éducationnel entre deux ou plusieurs êtres humains. Dans la Grèce antique, à Athènes, en 410, avant Jésus-Christ, Platon y ajoute qu'avec l'envol de leur pouvoir créateur, les femmes et les hommes sont égaux et seront éduqués de la même façon et que cela sera le principe constituant de la cité. Pour cela, tous les débats pour aujourd'hui. Platon y rajoute qu'on devra faire très attention avec les adolescents. S'ils sont formés trop tôt à l'art de la dialectique, dans un environnement compétitif, ils pourront l'utiliser, cet art, comme un simple plaisir de la contradiction pour la contradiction. Et bien prendre plaisir à s'entre-déchirer comme des meutes de chiots. Platon n'exige pas le respect des anciens en soi et appelle à toujours apprendre d'eux pour faire mieux, comme des chanteurs d'un chœur. Plus tard, au XVIe siècle, l'auteur, le jurisconsulte français, les 6 livres de la République, disait qu'un bon gouvernement est celui qui crée l'unité, est une composition à partir de discords, signifiant une chorale où des voix croisées différentes accomplissent un bien public. On pourrait y ajouter plein de choses, et c'est en essence l'esprit de cette nouvelle renaissance dans la création et notre mission. Nous, les Français, sommes parfois des gens un peu spéciaux et nous éditions le mot classique avec la culture apprivoisée, poudrée et corsetée de la cour de Louis XIV et de Napoléon. Pour cela, je préfère la désigner comme la culture d'une nouvelle renaissance, inspirée par des principes que j'ai essayé de décrire et prenant en compte ce qui se passe lorsque on n'y arrive pas. Le monde mortel et ridicule, décrit par l'écrivain florentin Boccace au XIVe siècle, un monde ravagé par l'usure et la peste, tellement proche du nôtre. C'est à ce stade que nous devons examiner nécessairement la conscience, notre conscience. Nous avons besoin de l'inspiration de ceux qui ont refusé de se plier et se sont moqués des pouvoirs établis et dominants. Les Rabelais, les Cervantes et les Heinrich Heine. Nous sommes confrontés à une menace de la pire espèce, nous aujourd'hui, car le champ de bataille est plus que jamais dans notre esprit et le défi consiste à éduquer nos émotions pour nourrir les pouvoirs créateurs de notre âme. Nous devrions être conscients de ce qui nous pend au nez et de l'inhumanité ridicule de la situation, bien pire que ce qu'à cette époque Edgar Allan Poe soulignait dans ses hilarantes attaques politiques, qui étaient plus que des contes. Examinons maintenant notre environnement. Pour ceux d'entre nous qui n'en ont pas connu d'autres, il est nécessaire de mesurer ce qui est fait à tous. La contre-culture dominante se répand parallèlement à la dérégulation financière, surtout depuis le 15 août 1971, comme Larouche l'a développé, pour promouvoir l'effacement des repères moraux, une déréglementation morale et mentale. La plus évidente, c'est la contre-culture des écrans, associée à la violence gratuite, à l'addiction et à la frustration, comme dans la plupart des jeux vidéo. J'ai regardé Fortnite et j'étais vraiment choqué. Les premiers jeux vidéo tueurs sont les sous-produits des programmes d'information des forces spatiales de l'armée américaine. Il s'agissait d'induire des réflexes et des automatismes leur permettant de tuer sans avoir à franchir l'obstacle de leur conscience. Nos enfants sont donc les cobayes d'une telle dégradation bestiale.
Même s'ils tuent des avatars, ils sont psychologiquement abîmés. Leur inhibition à la mise à mort d'autrui est levée, ainsi que tout respect de la civilité humaine élémentaire. Ceux qui ne sont pas profondément affectés tombent soit dans un comportement asocial, comme les hikikomoris japonais ou dans d'autres pays, il y en a maintenant partout, soit ou ont tendance à devenir de plus en plus incapables de concentrer leur esprit dans des processus créateurs. Quand j'ai appelé cela un camp de concentration mentale sans larmes, je n'ai jamais été autant attaqué par des journalistes prétendant défendre le mode de vie des jeunes générations. Comme si ça venait d'eux et pas une politique voulue pour détruire leur esprit. L'aspect le plus maléfique de ce phénomène, le fait que cela n'est pas imposé d'en haut par des moyens violents, du moins en dehors de la formation des unités spéciales de la police ou de l'armée, mais est imposé comme une servitude volontaire, une dépendance aux comportements bestiaux basés sur la science du comportement, qui est la version moderne de la cybernétique de Norbert Wiener, et du conditionnement opérationnel de Burrus Frederick Skinner, intégrant la spontanéité, la séduction aux méthodes de contrôle mental. Son livre, Verbal Behavior, a été reste une référence pour la manipulation des langues au-delà de la langue orwellienne. L'équivalent en économie comportementaliste, règne dans la plupart des universités occidentales, directement ou indirectement, et associé à une théorie de jeu qui, bien sûr, n'a rien à voir avec l'inspiration ludique des esprits créatifs de Schiller ou de Platon, mais qui est basée sur le jeu pour gagner des avoirs contre tous les autres joueurs. Un jeu à somme nulle. Au niveau des relations entre nations, on parle de géopolitique ou des pompiotiques, où un joueur peut tout gagner et humilier les autres. Un Lebensraum mental, un espace vital mental, conduisant nécessairement à une guerre dans un monde brutal. C'est envoyé dans nos résidences par des séries télévisées, qu'il s'agisse de Games of Thrones, House of Cards, Casa del Papel et bien d'autres, tous sur le même modèle intrinsèque, le pouvoir au nom de la domination sadique et de la luxure des perversions monétaires. Le résultat final est une dissociation et une dissocialisation de l'esprit et le remplacement de la musique humaine, souvenez-vous Einstein, par des associations de sons, la soi-disant world music. Il s'agit d'une création totalement artificielle, une transformation de la musique en une drogue, en résonance automatique d'émotions primitives, par des états de quasi-trance et d'hypnose, la danse étant organisée en gestes dissociatifs. Dans un monde de couleurs et de sons programmés de manière neurologique, une installation quasi digitale d'ensemble d'émotions basées sur des données. Le produit est enveloppé de couleurs et de sons attrayants. Big Brother qui veille sur nous, tous, sous l'apparence d'un sugar daddy, un papa gâteau. Parmi les classes supérieures, les codes se partagent. J'ai souvent dû, hélas, écouter des solistes français, mais d'autres ne font pas tellement mieux, jouant à la perfection leur partition, c'est-à-dire les notes, sans qu'il ne reste rien de l'intention humaine du compositeur. Le dénominateur commun de ces gens et des plus hautes sphères de la société étant l'absence d'une véritable âme humaine au sein d'une vie sociale transformée en pixels. Un de mes amis pianistes est terrifié parce que même ses meilleurs élèves essayent de jouer les notes de la partition, incapables de concevoir que la musique se trouve entre les notes,
parce qu'ils ont été formés comme des logiciels perfectionnés pour plaire aux appétits de leur public occidental. Sinon, la rage explose dans le Reggae Theater ou dans l'esprit d'organiser un peu le temps d'exécution contre des êtres humains. Ils organisent des auteurs et des solistes pour tirer sur les chefs-d'œuvre de la création humaine, comme l'exécution du Fidelio de Beethoven, rapporté par Algazé Plarouche lors de son expérience horrible dans un théâtre de Stuttgart. Revenir au classique ne signifie pas trouver des solutions pour apaiser notre angst. Cela signifie explorer des sources d'inspiration pour notre action et nos créations, et non des parodies ou des pastiches. Nous devrions profiter du confinement imposé dans la plupart de nos pays pour préparer notre indispensable renaissance, qui est la condition même pour que l'espèce humaine puisse faire la preuve qu'elle est capable de survivre. Permettez-moi donc de conclure avec un exemple tiré de la Chine. Le confucianisme est le fil rouge de la contribution la plus fondamentale de la Chine à l'humanisme universel et la culture. Mais il arrive à maintes reprises que le confucianisme soit dévoyé, fossilisé ou repris par des puissances peu recommandables. Puis, toujours, confronté à un défi lancé par d'autres cultures, il a su renaître. Le christianisme nestorien, le bouddhisme compatissant, le judaïsme et l'islam ont contraint le confucianisme à retrouver sans cesse ses sources, jusqu'aujourd'hui avec son dialogue avec la science occidentale, renovant les efforts de Leibniz et de ses collaborateurs jésuites du XVIIe et XVIIIe siècle. Non seulement il nous est permis aujourd'hui d'être optimistes, mais si l'on considère notre connaissance de l'univers par rapport à ce qu'il était au début du XXe siècle, nous ne pouvons pas nous empêcher de redevenir des explorateurs, explorer l'inconnu ou ce qui est au point d'être connu. C'est cette qualité d'explorateur et de défenseur de la loi naturelle de l'univers que nous devons faire revivre, non pas dans les nuages et pas seulement dans les livres, mais dans notre capacité à prendre soin des autres dans notre vie quotidienne. Écoutons l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, qui a été kidnappée par l'Union européenne. D'abord, c'est inapproprié. C'est vraiment, c'est pas un hymne en tant que tel. Il faut que ça doit être joué comme une grande fugue pour orchestre et chorus. Il doit être réhabilité en tant que tel. Expliquer aux gens pourquoi il faut l'explorer et la retrouver, comme Larouche l'a fait explorer par nos jeunes, les œuvres de Kepler, pour comprendre comment lui, il a procédé pour concevoir la gravité universelle, ce qu'on appelle à tort, dans un ordre inapproprié, ces trois lois. Maintenant, notre jeunesse de ces années-là a un mandat personnel, non seulement pour recommencer avec d'autres jeunes générations à venir, mais pour élargir le champ de la Renaissance, parce que le danger croissant auquel nous sommes exposés la rend de plus en plus nécessaire, et puisque de grandes choses se produisent dans les moments les plus difficiles et les plus stimulants, c'est possible. Pensons comme Beethoven et libérons-nous de nos chaînes mentales, comme le font les prisonniers de Fidelio de Beethoven quand ils reviennent à la lumière du soleil. Rallumons le feu de la liberté créatrice avec les meilleures allumettes provenant de toutes les cultures du monde et créons l'environnement qui permettra à tous les êtres humains d'être libres de créer. Le monde à venir appartient aux Léonard et aux Florestan, à condition que nous le faisons naître. Donc, chassons les monnayeurs du temple et
et amenant les gens à organiser une société bien meilleure, organisant la survie humaine par la réalisation sociale de ce que vous avez déjà entendu au début de ce panel et ce qui va être partagé maintenant comme, comme une source de beauté dans le prochain panel. Une chose de beauté est un joie pour toujours, ce qui coïncide avec le défi de faire le bien ici et maintenant. Merci.